Ah, mais Denise, vous savez bien que vous embrouillez tout. À votre âge, on ne devrait plus parler d'argent. Elle l'a dit d'une voix claire, forte, un sourire accroché aux lèvres comme un bijou mal ajusté. Un sourire qui voulait faire rire la table entière. Et la table a ri. Pas fort, pas franchement, mais assez pour que je sente la brûlure monter jusque dans ma gorge. Ma belle-fille, Charlotte, venait de m'humilier devant tous. Ses amis, ses voisins, même sa sœur. Le repas avait commencé depuis à peine 20 minutes. Je me suis raidie. Le silence s'est installé autour de moi, mais Charlotte n'a pas toléré ce vide. Elle s'est levée, a saisi la bouteille de vin et a ajouté, presque en chantant, « Maman Denise s'inquiète encore pour son compte », comme si on allait lui voler quelque chose. Le mot son compte avait été prononcé avec cette ironie légère, perfide, qui transforme une inquiétude légitime en caprice ridicule. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait visé juste. Et elle avait attendu le moment où tout le monde me regarderait. Je n'ai rien répondu. Je sentais mes mains trembler sous la nappe. Je me suis forcée à inspirer lentement, comme si je pouvais avaler l'insulte pour l'empêcher de grandir. Mais elle grandissait quand même. Ses amis se regardaient, gênés. Julien, mon fils, fixait son assiette. Il n'a pas levé les yeux. Pas une fois. Cette absence, cette lâcheté douce, m'a frappé plus fort encore que les mots de Charlotte. Je repense souvent à ce moment. Le tintement des fourchettes, l'odeur du poulet rôti, la lumière du lustre qui vibrait légèrement au-dessus de nous, comme si la pièce entière assistait à ma réduction. « Allez, Denise », continua Charlotte, en resservant du vin à tout le monde sauf à moi, « personne ici n'a envie d'écouter des histoires de vieilles paperasses. Détends-toi un peu. » Ce « détends-toi » a résonné dans ma tête comme un ordre adressé à un enfant nerveux. Je n'avais plus 75 ans. J'en avais 5, et elle était l'adulte. Je me suis entendue répondre « Je voulais seulement savoir pourquoi vous aviez fait un virement depuis mon compte sans me prévenir. » Ma voix tremblait, mais je parlais. Je pensais, naïvement, que poser la question calmement suffirait à remettre un peu de vérité sur la table. Charlotte a éclaté de rire. « Parce que tu nous avais donné la procuration, voyons. Tu ne te rappelles même plus ce que tu signes. » Cette phrase-là, cette phrase qui n'accusait pas seulement une erreur, mais ma lucidité elle-même, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Une étagère intérieure, un pilier. « Tu exagères », a murmuré la sœur de Charlotte. « Mais non », répliqua Charlotte en souriant. Elle se mélange toujours. Je gère tout pour elle, sinon ce serait le chaos. Je me suis levée. Pas brusquement, pas violemment, juste lentement, comme on se lève quand on comprend qu'il faut quitter un endroit où l'on n'est plus en sécurité. « Où tu vas ?» ricana Charlotte. « Aux toilettes » ai-je répondu. « Ah oui, c'est vrai, tu te lèves toujours quand on te met devant tes contradictions. » Cette fois, les rires ont été plus forts. Ils m'ont suivi jusqu'au couloir. Je me suis regardée dans le miroir de leur salle de bain. J'avais le visage pâle, presque transparent. J'ai fermé la porte à clé, me suis assise sur le bord de la baignoire. Mon cœur battait comme un marteau. Et dans ce minuscule espace clos, j'ai entendu ma propre voix intérieure me dire « Tu n'es plus une belle-mère, tu es devenue un prétexte. » Je pensais à Pierre, mon mari disparu, qui me disait toujours « Les mots qui blessent sont ceux qu'on prononce devant témoins. Ceux-là, on ne les oublie jamais. » Je suis restée là 10 minutes. Peu, être plus. Je ne voulais pas pleurer devant eux. Pas leur donner ce plaisir, ce pouvoir. Quand je suis ressortie, Charlotte avait pris ma chaise. Elle s'était assise à ma place, comme si je n'existais déjà plus. « Ah, te voilà !» lança-t-elle. « On parlait justement de ton fameux dossier. » Elle a fait des guillemets avec ses doigts vernis. La salle entière a ri de concert. J'ai posé mes 2 mains sur le dossier d'une autre chaise, puis j'ai dit très calmement « Je vais rentrer ». Charlotte a souri d'un air triomphant. Voilà, toujours pareil, toujours dramatique. Mais ce qu'elle n'a pas vu, ce que personne n'a vu, c'est que je n'étais pas en train de fuir. J'étais en train de me sauver. Je me suis tournée vers Julien. Il a baissé les yeux. Encore. Toujours. Et j'ai senti dans ma poitrine une fracture silencieuse, profonde, définitive. Quand j'ai mis ma veste, Charlotte a ajouté, dans un souffle qu'elle voulait discret, mais que toute la pièce a entendu. Un jour, il faudra vraiment qu'elle soit encadrée, cette dame. Cette dame, pas ta mère, pas Denise. Cette dame,
Je suis sortie. Dehors, l'air était froid. Mais j'ai respiré pour la première fois depuis le début du repas. En marchant vers l'arrêt de bus, une pensée claire, implacable, s'est formée en moi. Elle m'a humiliée devant tout le monde. Mais un jour, elle devra répondre devant quelqu'un qui, lui, écoute. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais quelque chose, ce soir-là, s'était mis en marche. Un fil qui allait me conduire, pas à pas, jusqu'à la salle du tribunal, jusqu'au juge, et jusqu'à la chute de Charlotte, celle qu'elle-même provoquerait, sans que j'aie besoin de lever la voix. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, après cet affront public, je me suis assise dans mon vieux fauteuil, celui que Pierre avait choisi il y a 30 ans. Une tache de lumière tombait encore sur l'accoudoir, comme si le soleil tardait exprès pour me tenir compagnie. Je suis restée longtemps sans bouger, à écouter le tic-tac de la pendule au mur. C'est drôle. Parfois, ce n'est pas le bruit des insultes qui reste, mais le silence qui suit. J'ai repris mon souffle, et mes souvenirs ont commencé à remonter, couche par couche, comme des feuilles qu'on soulève dans un grenier oublié. Avant Charlotte, avant ces humiliations habillées de politesse, il y avait eu une vie simple, honnête, construite au jour le jour, comme une maison en pierre. Une vie où le respect n'avait pas besoin d'être revendiqué. Il existait tout seul. J'ai rencontré Pierre lorsque nous avions 24 ans, dans une petite boulangerie d'Arcachon, où je travaillais comme vendeuse. Lui venait acheter du pain après son chantier. Il sentait la sciure, le pain chauffé au soleil, une odeur que j'ai toujours associée à l'homme qu'il était. Droit, patient, solide. Un jour, il m'a dit « Vous devriez sourire plus souvent, Denise. » Je lui avais répondu « Et vous? Vous devriez arrêter de faire peur à tous les sacs de farine. » Ce fut notre première plaisanterie, et peut être le début de tout. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, en toute simplicité. Pas de faste, pas de promesses grandioses. Seulement, on tiendra l'un pour l'autre, toujours. Et nous avons tenu. Quand Julien est né, Pierre a été le premier à le prendre dans ses bras. Je me souviens encore de son visage, un mélange d'émerveillement et de crainte. « On a créé ça, nous ? » ?»« Oui, nous, » ai-je répondu. Il avait les larmes aux yeux. Nous avons élevé notre fils avec plus d'amour que de moyens. Je travaillais à temps partiel. Pierre mettait des heures supplémentaires dès qu'il pouvait. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avons jamais manqué de l'essentiel, la dignité. Julien a grandi vite, trop vite. Beau garçon, intelligent, charmeur, le genre d'enfant qui attire les regards et les félicitations. J'en étais fière, mais je savais aussi que ce genre d'enfant attire souvent des femmes qui veulent briller à travers eux. Charlotte est arrivée comme un feu d'artifice, bruyante, brillante, confiante, sûre de tout, surtout d'elle-même. La première fois qu'elle est entrée dans notre maison, elle a observé chaque meuble comme un inspecteur du style de vie. Puis elle a dit « C'est chaleureux ». Ce mot-là, prononcé avec ce ton-là, voulait dire exactement l'inverse. C'est modeste. Pierre m'avait regardé, un sourire triste dans les yeux. Charlotte venait d'un milieu différent du nôtre, plus aisé, plus éduqué peut être, mais moins solide. Chez elle, on changeait de voiture tous les 3 ans. On optimisait tout. Les comptes, les vacances, même les relations. Elle avait une manière naturelle d'organiser la vie des autres, comme si l'ordre du monde dépendait d'elle. Elle appelait ça être efficace. Moi, j'appelais ça effacer les nuances. Quand elle et Julien se sont mariés, j'ai senti le lien avec mon fils s'éloigner doucement, comme une corde qu'on relâche. Pas brusquement, pas violemment, mais jour après jour, et je n'ai rien dit. Ils construisent leur vie, m'avait dit Pierre. Oui, mais je ne voudrais pas qu'ils déconstruisent la mienne. Il avait ri, croyant à une plaisanterie. Ce n'en était pas une. Après la mort de Pierre, tout s'est accéléré. J'ai reçu moins d'appels, moins de visites. Puis, presque sans que je m'en rende compte, Charlotte a commencé à gérer des choses qui ne la concernaient pas. « Tu veux que j'installe une procuration automatique ? Tu veux que je simplifie tes comptes ? Tu veux que je t'évite tout ce qui t'embrouille ?» Elle me mettait devant des papiers déjà préparés, des phrases déjà écrites, des décisions prises sans moi. Au début, j'ai cru à une aide maladroite. J'ai signé quelques documents pour lui faire plaisir, pour éviter les discussions. Pierre venait à peine de partir. Je n'avais plus la force de me battre. Mais les petites intrusions sont comme les fourmis.
elle n'arrive jamais seule. Il y a eu le virement par erreur, les remarques sur ma mémoire, les invitations où l'on me plaçait toujours au bout de la table, les discussions financières menées comme si je n'étais plus vraiment concernée. Puis la grande gifle. Un soir, Charlotte m'a dit en riant, « À ton âge, Denise, ce n'est pas grave si tu ne suis pas tout. On gère pour toi. On gère pour toi. » Ça a été la première fissure, la vraie, celle qui m'a fait comprendre que mon statut était en train de glisser de mère à charge. Je me suis souvent demandé ce qui avait changé. Pourquoi ma belle-fille, qui m'embrassait tellement au début qu'elle sentait encore la laque de ses cheveux, était devenue cette juge improvisée de ma vie. Et j'ai compris une chose. Elle avait pris mon fils, puis elle avait voulu prendre ma place. Et finalement, elle avait tenté de prendre ma voix. Non pas par haine, mais par habitude. L'habitude de décider, l'habitude d'organiser, l'habitude de croire qu'une femme vieille doit obéir. Ce soir-là, après l'humiliation publique, j'ai reposé ma tête contre le dossier du fauteuil. J'ai fermé les yeux, et une pensée s'est formée en moi, nette. Je n'ai jamais appris à frapper, mais j'ai appris à me relever. J'étais blessée, oui, mais quelque chose, au fond de moi, s'était réveillé. Et je savais déjà que cette humiliation n'était pas la fin. C'était le début du chemin qui me conduirait là où elle n'avait jamais imaginé aller, devant un juge. Et cette fois, c'est elle qu'on écouterait tomber. Les jours qui ont suivi ce fameux dîner n'ont pas été bruyants. Non, ils ont été pires, silencieux. Pas de message de Julien, pas un mot de Charlotte, même pas une excuse en demi-teinte, comme en lâchant un pansement trop sec. Rien. Et pourtant, quelque chose en moi savait déjà que ce silence n'était pas nouveau. Il avait commencé bien avant que Charlotte ne m'humilie devant une table pleine de regards gênés, bien avant que mon fils ne baisse les yeux pour éviter les miens. Alors, dans les jours qui ont suivi, j'ai réouvert mon passé récent comme on dépoussière une vieille boîte. J'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir. Le premier signe remonte à un anniversaire. Le mien, Charlotte avait pris l'organisation en main, comme toujours, disait-elle. Elle avait préparé un gâteau trop sucré et m'avait assise à une place étrange, entre deux personnes que je connaissais à peine, loin de Julien, loin d'elle, loin des enfants. À un moment, elle avait dit « Denise, tu veux être allée te reposer un peu ?» Je venais à peine d'arriver. Les invités avaient gloussé, croyant à une plaisanterie, mais ce n'en était pas une. J'avais répondu « Je vais très bien ». Elle avait souri, ce sourire qu'on connaît bien, celui qui dit « Elle ne se rend pas compte ». Le deuxième signe m'était apparu un après-midi d'hiver. J'étais chez eux pour garder les petits. Charlotte avait déposé sur la table un dossier bleu pâle. Sur la couverture, organisation familiale, document à signer. « C'est pour t'aider, Denise », avait-elle lancé. « Maintenant que tu es seule, c'est mieux si je centralise tout. » Centraliser. Un mot managérial. Un mot qui n'a rien à faire dans la bouche d'une belle-fille en parlant de sa belle-mère. Elle m'avait présenté les feuilles une par une, procuration bancaire, accès en ligne à mes comptes, autorisation de prélèvement facilité. J'avais refusé poliment. Elle avait soupiré. « Maman, arrête de compliquer. À ton âge, il faut savoir déléguer. À ton âge. » Cette gifle-là m'est restée. Le soir, en rentrant chez moi, j'avais reposé le dossier dans ma boîte en fer, sans y toucher. Pierre aurait su la remettre à sa place. Moi, je n'avais su que me taire. Le troisième signe était plus subtil. Le glissement d'un regard. La façon dont Charlotte posait la main sur mon épaule pour me déplacer dans la cuisine, comme si j'étais un meuble encombrant. Le ton qu'elle employait devant d'autres. Denise confond tout, mais on gère. Denise ne sait pas utiliser le nouveau téléphone, mais on l'aide. Denise panique vite, il faut la rassurer. Le pire n'était pas les mots. C'était la certitude avec laquelle ils étaient prononcés. Comme si ma voix n'avait déjà plus d'importance. Comme si j'étais devenue le chapitre fragile d'un livre qu'elle s'était mise à réécrire seule. Et puis il y a eu ce jour, celui où, je pense, la fissure a commencé à s'ouvrir vraiment. Nous étions dans leur salon. Les enfants jouaient. Julien bricolait une étagère. J'avais préparé un goûter avec ce que j'avais trouvé dans le placard. Quelques biscuits, un peu de confiture. Charlotte est entrée et a éclaté de rire. « Oh, Denise, tu penses encore qu'on mange ce genre de truc ?» Elle avait retiré les biscuits de la table, les avait jetés dans la poubelle. Les enfants avaient protesté. Moi, j'étais restée immobile.
Elle avait ajouté: Ne t'inquiète pas, on fera un menu adapté. Un menu adapté. Pour une vieille femme, apparemment. Ce jour-là, j'ai compris que dans sa tête, j'étais devenue une personne à surveiller, à corriger, à gérer. Un autre signe. Julien, mon fils, avait commencé à s'adresser à moi d'une façon différente, plus courte, plus directive, froide parfois. Man, on s'occupe de tes comptes, d'accord? Tu laisses Charlotte gérer, elle sait mieux que toi. Ne t'énerve pas, ça ne t'aide pas. Je n'étais pas énervée, j'étais annulée. Et puis il y avait ces oublis qui n'en étaient pas vraiment. Mon nom manquant sur la liste d'invités à une fête d'école, mon siège placé à l'extrémité des tables, les photos de famille où l'on me proposait poliment d'en prendre une autre de loin, les discussions chuchotées, les dossiers rangés et dérangés, les mots simplifiés, gérés, optimisés, qui revenaient comme des refrains mécaniques. Toutes ces choses minuscules qui, prises individuellement, n'avaient rien de grave. Mais ensemble, construisaient un mur. Un mur où je n'étais plus que la vieille femme du bout de la table, aux doigts tremblants, qu'on laisse parler pour ne pas faire d'histoire, mais qu'on ne consulte jamais. Ce soir-là, en entrant dans la salle de bain pour échapper à l'humiliation publique, mon visage dans le miroir m'avait murmuré une vérité que je refusais encore de prononcer. Ce n'est pas un accident, c'est un système dans lequel ma belle-fille gagnait du terrain, centimètre par centimètre, repas après repas, décision après décision. Et Julien, mon fils, glissait, lui, doucement du côté du silence. Le silence complice de ceux qui ne veulent pas voir. Alors, quand Charlotte m'a humiliée devant toute la table, ce n'était pas une chute soudaine. C'était l'aboutissement, la dernière marche d'un escalier qu'elle construisait depuis longtemps. Un escalier menant à ma mise à l'écart, à ma disparition sociale, à ma dépendance programmée, et cette soirée n'a pas créé la fracture. Elle l'a seulement rendue visible. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Les premiers signes étaient là depuis longtemps. Ce soir, je les ai vus tous ensemble. Je ne suis plus leur mère. Je suis devenue leur projet. Puis j'ai refermé le carnet, et dans le silence, une pensée s'est imposée. Simple, droite, implacable. C'est maintenant que tout commence. La goutte d'eau, ce n'est jamais l'insulte la plus violente, ni le cri le plus humiliant. La goutte qui fait déborder une vie entière ressemble généralement à quelque chose d'insignifiant. Un courrier, un appel, un document qui n'aurait jamais dû être signé sans vous. Pour moi, cette goutte d'eau est arrivée un mardi matin. Un matin froid, gris, sans élégance particulière. Un matin ordinaire, si ordinaire qu'il en deviendra inoubliable. Lorsque j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une grande enveloppe Kraft, épaisse, avec l'entête d'une banque que je ne connaissais pas. À l'intérieur, un relevé de compte, à mon nom, mais d'un compte que je n'avais jamais ouvert. Un compte joint, avec Julien et Charlotte. Je suis restée debout dans l'entrée, la chaleur de la chaudière dans le dos, mes doigts serrés sur le papier, comme sur une preuve qu'on n'a jamais voulu posséder. Je relisais les lignes encore et encore. Dépôt initial, 3 500 €. Virement entrant, pension retraite Denise Martin. Virement sortant multiple, dépenses diverses. État du solde, 812 €. Je n'ai pas tout de suite compris. Puis j'ai senti un courant glacé courir le long de mon dos. Comment un compte peut-il exister sans que je le sache? J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je tremblais, je me suis assise. Respirer devenait difficile. C'était la deuxième pension consécutive qui disparaissait mystérieusement. Je m'étais convaincue que c'était un retard. Je m'étais menti, par naïveté. Cette fois, ce n'était plus du déni. C'était un choc. J'ai cherché mon téléphone. J'ai composé le numéro de Julien. Il n'a pas décroché. J'ai attendu 2 minutes et j'ai rappelé. Toujours rien. J'ai envoyé un message. Julien, peux-tu m'appeler? C'est important. Silence. J'ai essayé Charlotte. Elle a décroché immédiatement, avec une voix trop égale, trop lisse. Oui, Denise? J'ai reçu un courrier. Quel courrier? Un relevé d'un compte que je ne connais pas. Ton nom est dessus. Ah ça, oui. On a créé un compte commun pour faciliter les virements. C'est plus simple. Plus simple. Encore ce mot qui me dépouillait un peu plus à chaque fois qu'elle l'utilisait. Mais,
Pourquoi je ne suis pas au courant? Denise, voyons. Tu signes tellement de choses, on t'en avait parlé. Non, personne ne m'en a parlé. Peut-être que tu as oublié? À ton âge, ça arrive. Cette phrase, c'est elle. C'est exactement elle. Une douceur venimeuse. Un sourire dans la voix. Une gifle sous une caresse. Charlotte, ai-je dit en serrant les dents. Je n'ai pas autorisé ça. Oh si, Denise. Tu as même signé. Julien a le document. Julien a le document. Un frisson m'a parcouru. J'ai entendu mon propre souffle résonner dans la pièce. Je veux voir ce document. Mais enfin, pourquoi tu fais des histoires? C'est pour ton bien. Je veux voir ce document. Elle a soupiré, comme si elle parlait à un enfant capricieux. Très bien. Viens vendredi, à la maison. Julien te le montrera. Et ensuite on pourra tout clarifier, si ça t'aide à te rassurer. J'ai répondu, je viendrai. Puis j'ai raccroché. Vendredi soir, je me suis rendue chez eux. Le dossier était posé sur la table du salon. Une chemise rouge. Toujours la même. Celle des documents pour simplifier. Charlotte a ouvert la chemise comme si elle présentait un dessert. Elle a sorti une feuille. Une seule. Autorisation de procuration bancaire. Signée Denise Martin. Ma signature. Ou plutôt, une imitation. Très bonne imitation. Bouclée. Légère. Presque convaincante. Mais la mienne avait toujours une petite inclinaison à droite. Celle-ci penchait à gauche. Voilà, Denise. Tu vois? Tu as signé. Je l'ai regardée. Longuement. Avec une froideur que je ne me connaissais pas. Charlotte, ai-je dit calmement. Ceci n'est pas ma signature. Elle a éclaté de rire. Denise, tu exagères tout. Si c'était faux, tu crois vraiment qu'on s'amuserait à faire ça? Elle a posé la feuille devant moi. Regarde, compare avec tes autres papiers. C'est pareil. Elle voulait que je doute de moi-même, que je m'abandonne à son récit, que je me dise que, peut-être, j'avais oublié, que ma mémoire me trahissait. Mais non, cette fois, quelque chose en moi s'était levé. Une vigilance ancienne, une lucidité que je croyais perdue. Ce n'est pas ma signature, ai-je répété, et je veux une copie de ce document. Julien, jusqu'ici silencieux, a murmuré. C'est pour t'aider, ma Nan. Pour m'aider, on ne falsifie pas ma main. Charlotte s'est levée brusquement. Très bien, fais comme tu veux. Mais ne viens pas dire plus tard qu'on ne t'a pas soutenu. Elle a claqué la chemise. Elle a rangé la feuille. Elle a serré fort, trop fort. J'ai compris alors. Elle avait peur. Pas de moi, pas de ma voix, de la vérité. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, il faisait nuit. J'ai allumé la lampe de la cuisine. Je me suis assise. J'ai posé mes deux mains sur la table. Puis j'ai entendu une phrase monter dans ma tête. Une phrase claire. Une phrase qui se tenait debout. On vient de franchir une ligne. Celle qu'aucune belle fille, aucun enfant ne devrait franchir. La goutte d'eau n'était pas l'humiliation. Ni la procuration forcée. Ni le compte vide. C'était cette signature. Cette fausse signature qui prétendait parler à ma place. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Ils ont voulu faire de moi une femme confuse. Ils ont oublié que j'ai été une femme lucide avant eux. Maintenant, je me battrai. Et j'ai su, avec une certitude glaciale, ce dossier finirait devant un juge. Pas par vengeance, par nécessité, par survie, par dignité. La nuit qui a suivi la découverte de la fausse signature n'a pas été une nuit. Pas vraiment. C'était une succession d'heures étalées, lourdes, sans sommeil. J'entendais le tic-tac de la pendule comme un marteau sur une enclume, et chaque battement semblait dire « C'est arrivé, c'est arrivé ». Je me suis levée 3 fois, pour boire un verre d'eau, pour ouvrir la fenêtre, pour vérifier encore la feuille posée sur la table de la cuisine, comme si elle allait se transformer sous mes yeux. Mais non, elle restait là, immobile, stable, sûre d'elle, une signature falsifiée, comme un mensonge gravé. À 4 heures du matin, je me suis assise au bout de mon lit. J'ai senti mes épaules s'affaisser sous le poids de ce que j'avais trop longtemps supporté en silence. Ce n'était pas seulement la fausse signature, c'était l'accumulation. Les rires, les regards, les dossiers préparés pour simplifier, les décisions prises sans moi, les papiers que je signais trop vite, encore engourdis par le deuil. Le rôle dans lequel on voulait m'enfoncer, celui d'une vieille femme confuse, docile, reconnaissante.
Et cette nuit-là, devant la vérité posée sur ma table, je me suis posé une question simple, presque brutale. Depuis quand ai-je cessé de me défendre? Je n'ai pas su répondre immédiatement, mais la question est restée, plantée comme une écharde. Le matin, j'ai préparé du café sans en sentir l'odeur. Je me suis assise dans la véranda, le carnet vert sur les genoux. J'ai ouvert une page blanche. Les lignes se sont offertes à moi comme une invitation à respirer. J'ai écrit « Je dois admettre ce que je n'ai pas voulu voir. Ils ont franchi une limite. Ce n'est plus une maladresse. Ce n'est plus de l'ingratitude. C'est une prise de pouvoir. » Les mots me faisaient trembler. Je les ai relus 3 fois. Puis j'ai ajouté « Si je me tais, je disparais. » Ce fut la première vérité solide de toute cette histoire. Les jours suivants, j'ai commencé un travail que je n'avais jamais entrepris de ma vie. Je me suis observée avec objectivité, comme si je n'étais plus la mère blessée, mais une femme qui veut comprendre. Je me suis revue accepter des rôles qu'on m'imposait. La vieille femme qui oublie, celle qu'on doit protéger contre elle-même, celle qu'on ne consulte plus, celle à qui l'on parle doucement, mais à qui l'on ment fort. Je me suis revue hocher la tête pour éviter les conflits, sourire pour ne pas déranger, dire merci pour des choses qui n'étaient pas des cadeaux, mais des manœuvres. Je me suis revue dire oui quand j'aurais dû dire non. Quelque chose en moi s'est serré. Est-ce que devenir vieille signifiait forcément devenir effaçable, remplaçable, manipulable? Je me suis rappelé ma mère qui disait toujours « On ne disparaît pas parce qu'on vieillit, on disparaît parce qu'on se tait ». Cette phrase a résonné longtemps. Je marchais beaucoup à cette période. Des longues marches, sans but précis. Je longeais le bassin. J'écoutais le clapotis de l'eau contre les pilotis. Je m'arrêtais sur un banc, je respirais. Et plus j'avançais, plus ma lucidité revenait. Comme une femme qui retrouve peu à peu son ombre après une longue absence, je commençais à comprendre que le danger n'était pas seulement la fausse signature. Le danger, c'était ce qui avait permis cette signature. Le danger, c'était le récit que Charlotte avait construit autour de moi. Un récit où je n'avais plus de voix, plus de compétences, plus de légitimité. Ce récit-là, si je ne le brisais pas, finirait par devenir la vérité administrative, puis la vérité sociale, puis, peut-être, la vérité juridique. Et là, je me suis vue clairement. Si je continuais à me taire, un jour, un juge pourrait considérer qu'on avait bien fait de signer pour moi. J'ai senti un froid me traverser. Non pas un froid de peur, un froid de lucidité. Un soir, en rangeant des papiers, je suis tombée sur une photo, Pierre et moi. Sur la plage, il tenait ma main. Ses yeux disaient « Je suis là ». J'ai passé mon doigt sur la photo et j'ai murmuré « Pierre, dis-moi, tu aurais laissé faire ça ?» La réponse était évidente. Pierre n'aurait jamais laissé qu'on me marche dessus ainsi. Il aurait pris ma défense. Il aurait vu ce que je refusais de voir. Je me suis sentie soudain, portée par quelque chose de simple. Une fidélité. Non pas à lui, à moi, à la femme qu'il aimait, à la femme que j'avais été, à la femme que je devais redevenir. J'ai alors compris que je ne pouvais plus rester dans la valse du silence, et que le combat qui m'attendait serait long. Mais je n'étais plus seule. J'avais cette lucidité neuve, presque brillante. J'avais ma colère juste pas brûlante, mais stable, solide, calme. Je me suis dit, ils ont joué avec ma signature. Désormais, c'est ma parole qui va peser. La décision est née là, dans cette pièce tranquille, un soir sans bruit. Une décision pure, droite, presque froide. J'allais consulter quelqu'un. Quelqu'un qui verrait ce que moi je voyais, quelqu'un qui entendrait ce que Charlotte cherchait à étouffer. Un notaire, un avocat, ou les deux. L'heure n'était plus à éviter le conflit. L'heure était venue de reprendre ma place dans ma propre histoire. J'ai refermé le carnet, j'ai soufflé la bougie, et dans l'obscurité, j'ai murmuré « Ça suffit maintenant ». Enfin, j'avais cessé de me taire. Enfin, j'avais commencé à me défendre. La décision avait été prise dans un murmure, mais ce fut l'acte le plus ferme de ma vie. Dès le lendemain, j'ai commencé à agir. Pas dans la précipitation, non, dans la précision, dans la lumière froide de la lucidité retrouvée. Je savais une chose, si je me trompais d'étape, il gagnerait. Si je m'énervais, il dirait que je perds la tête. Si je me contredisais, il s'emparait de cette faiblesse. Alors j'ai choisi le seul chemin qui leur échappait complètement. Le droit.
La première chose que j'ai faite, c'est rassembler tous mes papiers. Tous. Le tri, l'indexation, l'ordre. J'ai sorti la boîte en fer posée sur l'étagère du couloir, celle où Pierre rangeait ses papiers importants. Elle sentait encore un peu le pain, comme lui. J'ai étalé le contenu sur la table du salon. Mes relevés de retraite, mes anciennes procurations les vraies, les factures régulières, les courriers officiels, les reçus bancaires et le fameux dossier bleu pâle que Charlotte m'avait donné pour simplifier. Je me suis assise et j'ai commencé à trier. Une pile officielle, une pile suspecte, une pile à vérifier. Je travaillais lentement, méthodiquement. Je notais les dates dans mon carnet vert, je reliais les événements entre eux, et petit à petit, la vérité prenait forme. Charlotte avait préparé le terrain depuis des mois. Je retrouvais des virements effectués pour aider, mais jamais mentionnés, des mandats dont je ne me souvenais pas, des courriers ouverts avant d'arriver chez moi, des impressions de relevés provenant non pas de ma banque, mais de leur imprimante. À chaque découverte, ma respiration devenait plus stable, comme si enfin je reprenais possession de mon propre récit. 3 jours après, j'ai pris rendez-vous avec Maître Renaud, un notaire qu'une amie de mon club de lecture m'avait recommandé. « Va le voir », m'avait-elle dit. « Il écoute vraiment. Je crois que c'était tout ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui écoute. » Le cabinet se trouvait près de la place du marché, un bâtiment ancien, aux volets verts et à la porte vitrifiée. J'ai attendu 1 minute dehors avant d'entrer, le temps de rassembler mon courage. Quand je suis entrée, une femme à lunettes m'a souri. « Bonjour, vous êtes Madame Martin, n'est-ce pas? Maître Renaud vous attend. » L'entretien a commencé doucement. Il m'a demandé « Dites-moi ce qui vous amène. » Et là, j'ai parlé. Pas comme une victime, pas comme une vieille femme effrayée, comme une personne qui expose les faits, clairs, nus, ordonnés. Je lui ai montré la fausse signature. Je lui ai raconté l'humiliation, les mouvements bancaires, le compte commun inconnu, les pressions, les remarques, les manipulations. Il n'a pas mordu les lèvres, il n'a pas soupiré. Il a simplement dit, en posant la feuille falsifiée sur son bureau, « Ceci est une anomalie sérieuse. » Je l'ai regardé. « Vous pensez qu'elle a... Je pense que quelqu'un a signé à votre place, oui. Et c'est un délit. » J'ai senti mes mains devenir froides. Il a ajouté, « Vous avez bien fait de venir. Très bien fait. » Il a pris des notes, beaucoup de notes. Il m'a posé des questions précises. Aviez-vous donné accès à vos comptes? Avez-vous signé récemment sous pression? Y a-t-il des témoins de votre état de lucidité? Avez-vous été insulté en public? À chaque réponse, il hochait la tête comme si les pièces du puzzle prenaient leur place. Puis il m'a dit, « Je vais faire 2 choses. La première, une vérification notariale de vos procurations officielles. La seconde, vous recommander un avocat spécialisé en abus de faiblesse et en falsification de signature. » Il a marqué une pause. « Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. » Ces mots-là m'ont presque brisé. Mais pas de douleur, de soulagement. Le lendemain, je rencontrai l'avocate, Maître Clément, jeune, mais avec une voix précise, taillée comme un scalpel. Elle m'a écouté attentivement. Puis elle a dit, « Votre dossier est solide, très solide. Vous avez des preuves, et surtout, vous avez la chronologie. » La chronologie. Ce mot résonnait comme une colonne vertébrale. Elle m'a demandé, « Voulez-vous aller jusqu'au bout? » « Oui. Même si cela provoque un conflit avec votre fils. » J'ai baissé les yeux, j'ai respiré. « Je ne veux pas de conflit. Je veux la vérité. » Elle a souri. C'est exactement ce que les juges apprécient. La stabilité, la sincérité, le calme. Elle m'a expliqué la procédure, les étapes, les délais. Elle m'a demandé d'apporter toutes mes pièces. Elle a pris la fausse signature entre ses doigts. « Ce document est dangereux pour vous. Mais désormais, il va devenir dangereux pour elle. » Je suis rentrée chez moi plus droite que je ne l'avais été depuis longtemps. Les jours suivants, j'ai continué ma préparation. J'ai fait des copies. J'ai classé chaque pièce dans une pochette numérotée. J'ai annoté mes souvenirs. J'ai reconstitué les dates exactes des humiliations. J'ai écrit tout ce que j'avais vu, entendu, ressenti. J'étais devenu mon propre témoin. Lorsque j'ai posé la dernière feuille dans la pochette rouge, ironiquement de la même couleur que celle de Charlotte, j'ai senti une force tranquille
s'installer en moi. Une force sans colère, une force sans haine, une force faite de droiture. Je me suis dit, elle a joué avec ma faiblesse supposée. Elle va maintenant rencontrer ma force réelle. Et, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil entier. Le jour où j'ai compris que le piège s'était refermé pas sur moi, mais sur elle, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Pas de cris, pas de porte claquée. Juste une suite de gestes simples, presque banals, qui ont pourtant changé la trajectoire de toute cette histoire. Tout a commencé par un appel de Maître Clément. Il était 9 heures du matin. Je m'apprêtais à arroser mes rosiers lorsque le téléphone a vibré. « Madame Martin ? Nous avons les résultats du contrôle de signature. » J'ai senti mon cœur ralentir, comme si mon corps tout entier s'apprêtait à écouter une musique qu'il connaissait déjà. « C'est bien une falsification, dit-elle. 3 experts sont unanimes. L'écriture imite mais ne reproduit pas votre geste. » Je suis restée silencieuse, pas par choc, par confirmation. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, c'est elle qui va devoir répondre, pas vous. » Ces mots-là, je les ai reçus comme une pluie tiède après une longue sécheresse. Maître Clément m'a proposé une rencontre préparatoire au cabinet. Je m'y suis rendue 2 jours plus tard, avec mes pochettes soigneusement classées, mon carnet vert, et ce calme intérieur que je n'avais plus ressenti depuis la mort de Pierre. La salle du cabinet était lumineuse, presque trop blanche. Une table longue, des chaises droites, rien de superflu. « Nous allons envoyer une mise en demeure à votre belle-fille », m'expliqua l'avocate. Elle devra répondre. Répondre à quoi? À la falsification, à la gestion abusive, au virement irrégulier, à la procuration détournée, à l'ouverture non autorisée du compte commun. Je me suis surprise à respirer profondément. Pas de peur, de justice. Et si elle nie, elle niera. Elle a dit cela comme on dit que la mer monte un fait, pas une hypothèse. Mais les preuves sont contre elle. Et devant un juge, sa version ne tiendra pas. Je l'ai regardée. Son assurance n'était pas arrogante. Elle était fondée. Vous, en revanche, continue-t-elle, avez la chronologie, les pièces, les écrits. Vous êtes cohérente, stable. Les magistrats aiment la stabilité. Je suis sortie du cabinet droite, presque plus grande. Le vent était frais. Il sentait l'océan et la résolution. La semaine suivante, Charlotte m'a appelée. Sa voix n'avait plus le même ton. Plus d'arrogance, plus de condescendance. Une tension fine, comme une corde trop tirée. « Denise, tu peux venir? On doit parler. » Ce « on » m'a glacée comme si elle tentait encore de se placer sur un pied d'égalité. Comme si tout n'était que malentendu. Je me suis rendue chez eux. Dans leur salon, Charlotte m'attendait, les bras croisés, une expression figée sur le visage. Julien était là aussi, nerveux. « Denise, dit-elle, tu as envoyé des trucs, des lettres, des papiers. Ce n'est pas moi, c'est mon avocate. »« Ton avocate ?» répéta-t-elle, comme si le mot lui brûlait la langue. « Oui. » Elle voulut reprendre le contrôle, comme elle le faisait toujours. On aurait pu régler ça en famille. En famille, Charlotte, on ne falsifie pas une signature. Julien se figea. Charlotte blêmit. « Je n'ai rien falsifié !» s'exclama-t-elle. 3 experts ont conclu l'inverse. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement posé la pochette rouge sur la table, celle-là même dont elle se servait pour m'imposer ses documents. Cette fois, elle était de mon côté. Charlotte la regardait comme si elle contenait un serpent. Qu'est-ce que c'est? La chronologie, les preuves, les mouvements bancaires, les relevés, les copies de procuration, la comparaison des signatures. Elle a pâli de quelques nuances supplémentaires. Julien a fermé les yeux. « Denise, pourquoi tu fais ça ?» me demanda-t-il. « On voulait juste t'aider. » Je me suis tournée vers lui, avec une douceur très ancienne, presque maternelle. « Aider, ce n'est pas prendre. Aider, ce n'est pas signer pour moi. Aider, ce n'est pas me ridiculiser. Aider, ce n'est pas me remplacer. » Charlotte s'est levée brusquement. « Tout ça, c'est des mensonges. » Je me suis approchée de la table. J'ai ouvert la pochette. J'ai sorti la copie de la procuration falsifiée. Je l'ai posée devant elle. « Tu veux dire ça, Charlotte? C'est un mensonge ?» Elle a fixé la feuille. Ses yeux ont vacillé. C'était une erreur. Une erreur qui t'arrangeait bien. Mais
Tu exagères. Non. Cette fois, c'est toi qui vas devoir t'expliquer. Julien a soufflé. Charlotte, arrête. Elle l'a fusillé du regard. Puis elle a pointé un doigt tremblant dans ma direction. Tu vas le regretter, Denise. Tu vas tout perdre. J'ai répondu presque doucement. Non, je vais tout récupérer. Et là, j'ai vu quelque chose se briser dans son regard. Pas une larme, pas de remords. Non, une peur. Une peur qu'elle tentait de cacher, mais que ses doigts crispés révélaient. Charlotte a quitté la pièce en claquant la porte. Julien s'est assis, la tête entre les mains. « Man, qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-il. J'ai posé ma main sur son épaule. « Ce n'est pas à toi que je demande de répondre, c'est à elle. » Il a hoché la tête, vaincu par l'évidence. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai refermé doucement ma porte. J'ai posé mon sac. Je me suis servi une tisane. Pour la première fois, je n'avais plus peur de Charlotte. Je n'avais plus peur de ses rires, de ses manœuvres, de ses humiliations. Le piège s'était refermé, pas par vengeance, par vérité, par méthode, par droiture. Et je savais exactement où conduirait désormais ce chemin, jusqu'au tribunal. Le juge, lui, écouterait, vraiment. Et surtout, il l'écouterait tomber. Les jours qui ont suivi la confrontation chez Julien n'ont pas été bruyants. Il n'y a pas eu de scène, pas d'insultes, pas de cris, juste un silence inhabituel, tendu, presque électrique comme avant un orage que tout le monde voit, mais que personne ne nomme. Le piège s'était refermé. Et maintenant, chacun vivait avec sa propre part de vérité. Le premier signal de l'éclatement est venu d'Emma, ma petite fille, mon rayon doux. Un mercredi après-midi, elle a débarqué devant ma maison, essoufflée, son cartable encore sur le dos. « Mamie, pourquoi maman pleure tout le temps ?» Je suis restée figée. Les enfants ont cette façon cruelle de poser les questions directement sur la blessure. « Et pourquoi elle dit que tu veux nous faire du mal ?» Cette phrase m'a transpercée. Je lui ai demandé d'entrer, de boire un jus. Elle a continué. « Maman dit que tu veux qu'on ait des problèmes avec un juge. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Non, ma chérie. Je veux juste que les choses soient claires. » Alors pourquoi elle t'en veut ? Parce qu'elle a peur. De quoi ? Je n'ai pas su répondre. Pas à une enfant. Alors j'ai dit. De la vérité ? Peut être. Elle a baissé les yeux, triste. Ce jour-là, j'ai compris que la bataille n'était plus seulement entre Charlotte et moi. Elle avait commencé à fissurer ce qui devait rester intact. Une famille. Le deuxième signal est venu de Julien. Un soir, il m'a appelé. Sa voix était grave, éreintée. « Man, je ne sais plus quoi faire. » Je l'ai laissé parler. Il m'a raconté les disputes avec Charlotte, les cris, les accusations. Elle dit que tu veux la ruiner, que tu veux nous punir. « Julien, ai-je murmuré, je veux juste qu'on arrête de décider à ma place. » Il n'a pas répondu. Le silence était lourd, honteux. « Man, pourquoi tu ne m'as pas parlé avant ?» J'ai serré le combiné. Parce que chaque fois que j'essayais, Charlotte me ridiculisait. Et toi, tu baissais les yeux. J'ai entendu sa respiration se briser. « Je suis désolée, Man. Je t'ai laissée toute seule. »« Oui, » ai-je répondu doucement. C'était la vérité. Mais ce n'était pas une vengeance. Il a demandé. « Tu veux que je témoigne ?» Je n'ai pas hésité. « Je veux que tu dises la vérité. Pas pour moi. Pour toi. Pour Emma. Pour ta femme aussi, même si elle n'est pas prête à l'entendre. » Il n'a rien ajouté. Le silence était déjà une prise de position. Le troisième signal est venu du voisinage. Car les humiliations publiques ne restent jamais confinées à une table. Elles essaiment, elles germent, elles reviennent comme des feuilles mortes que le vent dépose sur votre seuil. Au marché, 2 femmes que je connaissais à peine m'ont regardé d'un air gêné. L'une d'elles a soufflé. « Vous devez être fatigué, avec tout ce qu'on raconte. » « Et qu'est-ce qu'on raconte ?» ai-je demandé. « Que vous perdez un peu la mémoire, que votre belle-fille gère pour vous ?» Je n'ai rien dit. Elle parlait avec gentillesse, pas par méchanceté. Mais leurs mots étaient des flèches fabriquées ailleurs. Je suis rentrée chez moi en marchant plus lentement, le dos un peu plus droit. Ma réputation avait été tordue. Je voulais la redresser. Pas pour l'orgueil, pour la vérité. Le 4e signal est venu de Charlotte elle-même. Pas directement, par ricochet. Maître Clément m'a appelé. Votre belle-fille a répondu à la mise en demeure. Et ?
Elle nie tout, évidemment. Mais elle s'enfonce. Comment ça? Elle s'est contredite 3 fois dans la même lettre. Elle a prétendu que c'était vous qui aviez demandé la procuration, puis que c'était un oubli, puis que c'était purement administratif. Un silence. Puis, d'une voix plus grave. Et elle accuse même votre âge de causer des confusions. J'ai fermé les yeux. Le mot confusion a fait vibrer quelque chose au fond de moi. Confusion? Le terme privilégié de ceux qui veulent étouffer quelqu'un en douceur. Ne vous inquiétez pas, reprit maître Clément. Ces contradictions la desservent. Elle respira. L'éclatement a commencé chez elle. Maintenant, il va s'étendre. Elle avait raison. Les jours suivants furent un champ de débris. Charlotte se disputait avec tout le monde. Avec Julien, avec sa sœur, avec sa meilleure amie, même avec son propre père, m'a dit quelqu'un. Le vernis craquait. Sa version se fissurait. Son assurance se dissolvait. Et plus le jour de l'audience approchait, plus son monde, celui où elle décidait pour tout le monde, perdait sa cohérence. Elle m'a appelé une nuit, à 23 heures. Sa voix tremblait. « Denise, tu vas vraiment aller jusqu'au bout? » « Oui. » « Mais pourquoi? Pourquoi me faire ça? » Je me suis levée du lit, j'ai marché pieds nus jusqu'à la fenêtre. Le ciel était noir. Tranquille. « Charlotte, ce n'est pas toi que je poursuis. » « Alors qui? Ce que tu as fait. » Elle a éclaté en sanglots. Puis elle a raccroché. Je suis restée là, debout dans le noir, sans bouger. Je n'étais pas fière. Je n'étais pas victorieuse. Je n'étais pas soulagée. J'étais simplement alignée avec moi-même. Le 5e signal est arrivé juste avant l'audience. Julien m'a appelé. « Man, elle ne dort plus. Elle a peur. » « Peur de quoi? Peur du juge. » Je me suis assise. J'ai regardé ma maison, les cadres au mur, la lumière du soir, la table où Pierre avait dîné tant de fois. Et j'ai murmuré. Alors, peut-être, Julien, peut-être qu'elle comprend enfin ce que c'est que d'avoir peur d'être effacée. Il n'a rien dit, parce qu'il savait que c'était vrai. L'éclatement familial, ce n'est pas un cri, ni une explosion, c'est une rupture par vagues. Un effondrement lent, méthodique, presque silencieux. Et pourtant, irréversible. Je regardais le tout s'effondrer autour de moi. Pas avec joie, pas avec vengeance, mais avec une lucidité presque douloureuse. Ce n'était pas moi qui avais détruit la famille. C'était la vérité qui se remettait à sa place. Et cette place, Charlotte ne l'avait jamais imaginée devant un juge. Le jour où l'audience a eu lieu, je n'ai pas tremblé. Étrangement, c'est après que tout s'est mis à changer. Pas d'un coup, pas par révolution, par respiration successive, comme lorsqu'on sort d'une pièce trop longtemps fermée. Depuis ce jour, ma maison n'a plus tout à fait la même lumière. Être-ce moi qui vois différemment? Ou être-ce simplement ce que deviennent les lieux quand on cesse de les habiter dans la peur? J'ai rangé les dossiers, les pochettes rouges, les lettres, les preuves. Elles ne sont pas détruites. Je ne détruis jamais ce qui a protégé ma dignité, mais elles ont retrouvé une place secondaire, dans un tiroir, sous un tissu blanc, comme des objets dont on n'a plus besoin à chaque instant. La première chose que j'ai faite après l'audience, c'est marcher au bord du bassin. Je n'allais plus là depuis des semaines, comme si mon propre souffle m'interdisait de revenir dans les lieux de paix tant que tout n'était pas réglé. Le vent était léger, les mouettes tournoyaient au-dessus des mâts. Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé l'eau, pas comme un refuge, comme un miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu la sensation de me dissoudre dans cette vue. J'étais là, solide, une femme, pas une mère effacée, une personne entière. Peu à peu, j'ai retrouvé des gestes simples. Faire mon café le matin sans que mes mains tremblent. Choisir mes vêtements parce que j'en avais envie, et non parce que je voulais avoir l'air rassurante. Lire un roman sans relire 3 fois la même phrase, l'esprit parasité par la peur d'une prochaine humiliation. Même ma façon de marcher a changé. Je l'ai senti un jour, en traversant la place du marché. Mes pas avaient repris une certaine direction. Pas hâtive, pas hésitante. Une direction qui ne demandait plus la permission. Un jeudi, je suis retournée au club de lecture Les Voix du jeudi. Je n'y avais pas mis les pieds depuis longtemps. Lorsque j'ai franchi la porte de la librairie, plusieurs femmes se sont levées. « Denise, tu es revenue !» Leur enthousiasme ne m'a pas brusquée. Il m'a portée.
Je me suis assise. J'ai lu un texte. Pas celui sur Charlotte. Pas celui sur l'audience. Non. Un texte sur la mère, sur Pierre, sur les années où ma vie n'était pas encore tordue par la manipulation. À la fin, Mireille m'a dit « Tu écris comme quelqu'un qui revient à elle ». J'ai souri. Oui, c'était exactement cela. Avec Julien, les choses ont changé autrement. Pas vite, pas complètement, mais sincèrement. Un soir, il est venu frapper à ma porte, seul. Il avait le visage fatigué. Il s'est assis à la table, là où Pierre aimait lire son journal. Man, je ne sais pas comment réparer. Je lui ai servi un thé. Tu n'as pas à réparer, Julien. Il m'a regardé, les yeux rougis. Si. J'ai laissé faire. Je n'ai pas contesté. C'était vrai. Mais je n'avais pas envie de l'écraser davantage. Tu peux recommencer autrement, ai-je dit. Comment? En me parlant comme ta mère. Pas comme un problème qu'il faut gérer. Il a posé sa tête dans ses mains. Je n'ai pas su te protéger. Ce n'est pas ce que je te demandais. Je sais, mais j'aurais dû. Je lui ai pris les doigts. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu n'as pas fait. C'est ce que tu feras maintenant. Il a hoché la tête. Nous sommes restés silencieux. Mais cette fois, ce silence n'était pas une fracture. C'était un pont. Emma, elle, a retrouvé sa spontanéité habituelle. Elle passe parfois les mercredis chez moi. Elle me raconte sa semaine, ses copines, ses chagrins minuscules qui disparaissent aussitôt qu'elle les prononce. Un jour, elle m'a demandé « Mamie, tu es fâchée avec maman ?» Je lui ai répondu « Je ne suis fâchée avec personne. Mais parfois, les adultes doivent s'expliquer devant d'autres adultes pour que les choses redeviennent justes. Et c'est le juge qui décide? Non. » Elle m'a regardée surprise. « Alors c'est qui ?» Je lui ai touché la joue. « C'est la vérité. C'est elle qui décide. Le juge ne fait que l'écouter. » Elle a réfléchi longuement. Puis elle a murmuré. « Maman dit que tu es plus forte que tu en as l'air. » J'ai souri. « Je ne suis pas forte. Je suis juste debout. » Puis, doucement, une nouvelle vie a germé. Elle n'avait rien de spectaculaire. Elle n'était faite ni de voyages ni de projets grandioses. Elle ressemblait à des matins simples, à des gestes sûrs, à une paix retrouvée. Je me suis remise à coudre. J'ai repris mes promenades matinales. J'ai changé les rideaux de la véranda. J'ai repeint mon portail en bleu, une couleur que Charlotte détestait. Je l'ai choisie sans y penser. Ou peut être que si, inconsciemment. Je n'avais plus besoin d'être approuvée, ni par Charleston, ni par Julien, ni par personne. Je n'étais plus la femme qu'on déplaçait dans une cuisine. Je n'étais plus la mère qu'on contournait. Je n'étais plus la vieille qu'on voulait simplifier. J'étais redevenue Denise, entière, libre, claire. Et chaque jour, je me disais intérieurement, la justice n'est pas un verdict. La justice est une posture. Je m'étais tenue, et la vie me remerciait en douceur. Le soir, je m'asseyais dans la véranda. La lumière tombait doucement. Le monde se calmait, et je sentais une paix tranquille, solide, presque neuve. Je ne cherchais plus à comprendre Charlotte. Je ne cherchais plus à gagner. Je ne cherchais plus à prouver. J'avais franchi un passage intérieur que rien ni personne ne pourrait me reprendre. Je commençais une nouvelle vie. Pas parce que tout était réglé, mais parce que moi, je l'étais. L'été avançait doucement, avec cette façon bien à lui de transformer l'air en une matière plus tendre, presque caressante. Chaque matin, je laissais la lumière entrer un peu plus longtemps dans ma maison. Elle glissait sur les meubles, s'installait sur la table de la véranda, s'accrochait aux rideaux légers que j'avais choisis après l'audience. Ils étaient blancs, simples, presque transparents, parfaits pour une vie qui n'avait plus rien à cacher. Je me surprenais parfois à toucher les murs en passant, comme si je remerciais ma propre maison d'avoir résisté avec moi. Il y avait eu des jours sombres. Il y avait eu des nuits où j'avais cru disparaître. Et pourtant, chaque pierre, chaque fenêtre, chaque matin me rappelait que j'étais encore là et que j'étais désormais entière. Un après-midi, alors que je descendais au marché, j'ai croisé 2 femmes du quartier. Elles m'ont arrêtée. « Denise? Oui? On a entendu parler de l'audience et on voulait juste te dire, tu as été courageuse. » J'ai souri. Pas avec fierté, avec gratitude. Avant, ce genre de phrase m'aurait embarrassée. Aujourd'hui, elle me réchauffait, parce qu'elle n'était pas un trophée. C'était une reconnaissance.
un petit morceau de justice humaine qui complétait la justice juridique. De retour chez moi, j'ai trouvé sur la table un petit bouquet de fleurs, des dahlias roses, sans carte. Mais je savais de qui ils venaient. Julien était revenu, lentement, prudemment, comme on revient d'un cauchemar, en s'excusant d'y avoir trop cru. Nous avions recommencé à parler. Pas de Charlotte, pas des papiers, pas du procès. Nous parlions de choses simples. Les enfants, le temps, Pierre, mes recettes d'autrefois. Il prenait soin de ne jamais toucher à certains mots procuration, compte, audience, comme s'ils étaient encore trop brûlants. Un soir, pourtant, il a osé. Man, je voulais juste te dire que tu as eu raison. Je me suis arrêtée de couper mes haricots. Raison de quoi? De ne plus te laisser faire. Il avait les yeux humides. Je suis désolée pour ce que je n'ai pas vu, pour ce que je n'ai pas voulu voir. Je lui ai pris la main. Julien, on passe tous à côté de ce qui nous fait peur. Et toi? Moi, j'ai eu peur longtemps. Mais j'ai cessé lorsque j'ai compris que la peur finit toujours par coûter plus cher que le courage. Il a posé sa tête contre mon épaule, comme lorsqu'il était petit. Nous sommes restés ainsi longtemps. Un silence doux, réparateur, pas celui d'autrefois, pas celui qui efface, mais celui qui réunit. Et Charlotte, je ne l'ai revue qu'une fois, pas pour une scène dramatique, pas pour un règlement de compte. Juste par hasard, devant la pharmacie. Elle a hésité à venir vers moi. Elle a finalement avancé, lentement, comme si chaque pas était une défaite. « Bonjour Denise. »« Bonjour Charlotte. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux brillaient pas de colère, mais de fatigue. Elle a fini par dire « Je n'ai pas su faire juste. Je sais. Je ne voulais pas. » J'ai levé une main. Nous n'avons plus besoin de réécrire ce qui a été fait. Elle a hoché la tête. Est-ce qu'un jour, tu pourras me pardonner? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Le pardon n'est pas un bouton qu'on presse, c'est un chemin. Je ne t'enferme pas dehors, Charlotte. Mais je n'ouvre plus ma porte sans vérification. Elle a baissé les yeux. C'était une forme de paix, pas une réconciliation miraculeuse, mais une frontière juste. Elle est partie sans se retourner. Et j'ai senti en moi, non pas du soulagement, mais de la clarté. Les semaines ont passé. La vie s'est adoucie. Je me suis remise à écrire. Dans mon carnet vert, non pas des dates, des faits ou des preuves, mais des pensées, des souvenirs, des fragments de lumière. Un matin, Emma a couru dans mes bras. « Mamie, j'ai eu la meilleure note de la classe. » Elle a ri, elle a parlé vite, elle a renversé la moitié de son chocolat chaud. Je la regardais, heureuse, en me disant que rien, absolument rien, ne m'aurait fait plus mal que de disparaître de sa vie à cause d'une signature falsifiée. Ce combat, finalement, n'était pas pour l'argent, ni pour la reconnaissance légale. C'était pour elle, pour Julien, pour toutes les femmes de mon âge que l'on croit gérables, pour celles qu'on fait taire sous prétexte d'organisation. C'était pour ne pas laisser d'autres Charlotte décider du destin d'une autre Denise. Un soir, en rangeant ma véranda, je suis restée immobile un long moment devant la fenêtre. Le ciel devenait bleu foncé. Les premières étoiles apparaissaient, timides. J'ai pensé à Pierre, à sa voix, à sa droiture, à la femme qu'il avait aimée la vraie, pas celle qu'on essayait de réduire. Je me suis dit, si tu étais là, tu ne me verrais pas changer. Tu me verrais revenu. J'ai refermé les volets. J'ai éteint la lumière. Et dans cette obscurité douce, j'ai compris que ma victoire n'était pas d'avoir gagné devant un juge. Ma victoire était d'avoir retrouvé ma place, d'avoir tenu ma parole intérieure, d'avoir refusé l'effacement calmement, dignement, sans haine. J'ai ouvert une dernière page de mon carnet et j'ai écrit. La justice n'est pas toujours un cri. Parfois, elle ne fait aucun bruit. Parfois, elle se glisse dans une posture, dans un refus, dans un départ, dans un retour. Puis j'ai refermé le carnet et j'ai murmuré. Pour moi, pour Pierre, pour Emma, pour celles qui viendront, le silence peut aussi être une forme de justice.